Et on poursuit cette émission avec Mathias Savignac. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président du groupe MGEN. Moi, je voudrais qu'on reparle un peu de la crise Covid qui n'est pas complètement derrière et de son impact. Parce qu'évidemment, vous êtes une mutuelle. Vous avez en plus la particularité de gérer des établissements de santé. Quelle est la situation? Quel est votre retour d'expérience aujourd'hui sur ce sujet, sur cette crise? Alors, vous avez raison de le dire, on n'est pas sorti tout à fait de la crise. Et aujourd'hui, la MGEN, en tant que mutuelle, a un regard particulièrement attentif sur les évolutions de la crise, à plusieurs titres. On couvre une grande partie de notre population en sécurité sociale et en complémentaire santé. Et vous l'avez dit, on est aussi offreur de soins. Et donc, on a été beaucoup en appui des sorties de réanimation d'établissements pendant le tout début de la crise. Et on a été un second rideau de l'hôpital public. Et puis, bien évidemment, on a dû faire face aussi aux nombreux malades et aux nombreuses malades de la Covid. Et notre première réaction, au tout début du premier confinement, lorsqu'il s'est agi à la fois organiser pour les salariés du télétravail, il s'est agi pour nous, dès lors que notre activité était singulièrement perturbée, il s'est agi pour nous de nous occuper de nos adhérents, de prendre soin d'eux, de voir s'ils avaient des besoins particuliers, simplement prendre de leurs nouvelles. Et on a su, en un temps très court, mobiliser 1600 à la fois militants et salariés qui, sur la période, ont passé 265 000 appels téléphoniques, qui n'avaient d'autre objectif que de prendre des nouvelles et s'assurer que les gens allaient bien, parfois dans des situations d'isolement, de précarité ou de fragilité. Aujourd'hui, on n'est pas encore complètement sorti. On a beaucoup dit pendant la crise que les Français avaient un peu arrêté de se soigner, qu'ils n'osaient plus trop aller chez le dentiste, chez le médecin pour des petits sujets. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez l'impression qu'on est revenu à la normale de ce point de vue-là ou pas encore complètement? Alors c'est vrai qu'on a une capacité à observer ces phénomènes de recours aux soins, de moindre recours ou de consommation médicale. Et indéniablement, la période des premiers confinements a montré que les Français se sont moins soignés. Alors principalement pour du risque qu'on appelle du petit risque, mais qui, s'il n'est pas pris à temps, peut se transformer en risque plus important. Et on a vu une baisse de la fréquentation pour des consultations généralistes, spécialistes. Aujourd'hui, on est dans une situation qui, même si elle n'est pas revenue à une forme de normalité comme on pourrait l'espérer, malgré tout, tout un chacun a la capacité d'aller prendre une consultation médicale, un rendez-vous. Et on observe, alors selon les spécialités, selon les périodes, un retour à des niveaux de consultation à peu près normal. Parfois des pics qui montrent une reprise un peu plus forte, notamment sur le dentaire par exemple, on l'a observé. Mais tout cela est plafonné finalement par la capacité de l'offre médicale qui, elle, n'est pas extensible. Donc il y aura sans doute une forme de lissage dans le temps des consultations qui n'ont pas été prises, mais qui, encore une fois, dépendra de la capacité d'absorption par l'offre de soins de la demande. Et donc on imagine que sur plusieurs mois, sans doute, il faudra un temps important pour arriver à prendre et à mettre en place ce qui n'a pas pu se faire pendant les 2 années quasiment qui sont passées. Il y a 2 gros sujets d'actualité là pour les mutuelles. D'abord, c'est le projet de Grande Sécu, on va y revenir, et puis la réforme de la protection sociale complémentaire des fonctionnaires. Donc à partir de 2024, l'État prendra en charge 50% du coût de la complémentaire santé de ses agents, chose qui est déjà obligatoire dans le privé, pour les employeurs privés. Il s'agit en fait de rétablir une sorte d'égalité de traitement. C'est ça le principe de cette réforme-là? Alors, c'est un des effets de cette réforme-là. Je ne sais pas si c'est complètement et le seul principe, mais juste pour faire un peu de mise en perspective de ce sujet-là, il y a maintenant un peu plus de 5 ans, il y a eu ce qui s'appelait l'accord national interprofessionnel, qui visait, vous le dites, à généraliser les contrats collectifs obligatoires pour les salariés du privé. Et c'était une forme d'avancée parce que parmi les salariés du privé, un certain nombre n'avaient pas la capacité, pour des raisons financières ou pour certaines difficultés, à accéder à une complémentaire santé. Et ça a permis, par le caractère obligatoire de cette complémentaire, de couvrir un nombre de personnes plus important. Et de la même manière, le partage de l'effort sur le coût de la complémentaire santé était partagé entre le salarié et l'employeur. Et nous-mêmes, il faut bien le reconnaître, on a été un peu chagrinés du fait que cela créait finalement une inéquité entre les salariés du privé et les agents du public. Donc vous êtes la première mutuelle, c'est ça? Dont on est la première mutuelle, avec près de 4 millions de personnes protégées. Et donc, finalement, cette réforme vise à responsabiliser l'État employeur sur la question de la santé de ses agents. Et donc, que cette responsabilisation passe par un partage du coût de la cotisation,
on ne peut qu'être finalement positif sur cet aspect-là. Mais ce n'est qu'un des aspects. Ouais, qu'est-ce que ça change pour vous? Parce que finalement, que ce soit l'employé, le salarié, l'agent qui verse sa cotisation, que ce soit moitié l'agent, moitié l'État, finalement, qu'est-ce que ça change? Alors, ce qui change, deux choses changent. Une qui est plus du registre de la conviction et de l'histoire de la construction du mouvement mutualiste, et l'autre sur des mécanismes pas simplement de cotisation, mais de solidarité et finalement d'organisation de la protection sociale. D'accord. Sur le premier point, la mutuelle MGEN, mais comme d'autres mutuelles, est née dans la période après-guerre, au moment où il y avait beaucoup à faire en matière de santé et de prévoyance. Et nous nous sommes organisés pour que des hommes et des femmes, librement, pas de manière obligatoire, mais librement, se rassemblent pour se protéger mutuellement. C'est ça le principe d'une mutuelle. Ouais. On se protège de risques contre lesquels seuls on n'aurait pas beaucoup capacité à se protéger. Et là, on passe d'une logique donc individuelle, volontaire et facultative à une logique collective et obligatoire. Ouais. Alors vous allez me dire, ça change quoi? Ça change du fait, par exemple, que dans une mutuelle, les adhérents eux-mêmes, s'inscrivant dans un processus démocratique de prise de décision, ont capacité à faire des choix pour insister sur tel aspect de leur couverture. Ils sont impliqués aussi dans la détermination du niveau de cotisation. Dans un contrat collectif obligatoire, c'est l'employeur qui décide des garanties et c'est l'opérateur qui, en fonction de ça, fixe le meilleur prix possible. Donc, je disais, philosophiquement, il y a une évolution. Et puis, lorsqu'on est une mutuelle et qu'on s'organise pour gérer la protection sociale d'une certaine manière, je parle de la MGEN, mais c'est vrai pour beaucoup de mutuelles de fonctionnaires, on ne couvre pas simplement le risque santé, on est aussi sur le versant de la prévoyance, par exemple le décès, l'incapacité, le complément de revenus en cas d'arrêt de travail. Et la prévoyance n'est pas prise en compte dans la réforme. Exactement. À ce stade. Et donc, nous sommes organisés pour avoir sur une offre qu'on appelle globale, santé, prévoyance, et depuis quelques années, même la dépendance, dont on sait que c'est un sujet important dans une société de la longévité, et dont on voit qu'aujourd'hui, on a créé ce qui s'appelle la 5e branche de la sécurité sociale sur la dépendance, dont on n'a pas encore déterminé les contours en termes de financement, mais en tout cas, elle existe. Et donc, dès lors qu'on s'organise dans un contrat collectif obligatoire sur les sujets de santé, on rend de manière facultative et moins prégnante les sujets autour de la prévoyance et de la dépendance. Et de la même manière, un contrat collectif s'adresse aux actifs et ne s'intéresse pas du tout aux retraités. Or, dans l'organisation de nos solidarités au sein d'une mutuelle, on organise des solidarités entre les actifs et les retraités. On organise des solidarités entre les malades et les bien portants, entre les hauts revenus et les bas revenus. Et on a même des solidarités géographiques puisque on fixe des cotisations indépendamment du coût des soins selon les régions dans lesquelles on se trouve. D'accord. Et notre crainte finalement, au-delà des bienfaits et du regard qu'on peut avoir sur la responsabilisation de employeur, c'est de ne pas détricoter des solidarités existantes ou de ne pas rendre moins accessibles des prestations auxquelles aujourd'hui nos adhérentes et nos adhérents ont accès. Donc c'est surtout des points de vigilance et un focus fort porté sur les questions de la solidarité. Dès lors que les actifs cotisent pour eux-mêmes, eh bien, on renvoie les retraités devant leurs propres cotisations, leurs propres risques. Et on sait par expérience des contrats collectifs obligatoires dans le privé que lorsque les salariés passent à la retraite, qu'ils n'ont plus la cotisation de l'employeur, et qu'ils font face eux-mêmes à des risques de santé plus importants, bien souvent, leur cotisation augmente de manière très considérable. Et nous sommes attachés aux solidarités entre les actifs et les retraités. Comment ça va se passer là concrètement pour vous? Parce que j'imagine qu'il va y avoir quelque chose de l'ordre de l'appel d'offres, ministère par ministère. Est-ce que vous allez vous positionner sur l'ensemble de la fonction publique? Vous allez faire des choix ciblés? Alors on se parle, même si on a une image assez claire des contours de la réforme, elle n'est pas encore actée. Elle le sera la semaine prochaine normalement, si les organisations syndicales signataires la signent effectivement, le 26 janvier. Et c'est un accord interministériel pour la fonction publique d'État. Donc finalement, la détermination d'un socle commun pour tous les agents de la fonction publique. Et puis, dans un second temps, une fois que cette réforme est adoptée dans ses grands principes de manière interministérielle, des négociations sont renvoyées ministère par ministère avec les organisations syndicales signataires. La signature de l'interministériel et la capacité pour les organisations syndicales à être autour de table des négociations ministérielles et la capacité finalement à ouvrir d'autres sujets plus spécifiques à tel ou tel ministère. Et bien évidemment, une fois que tout ce travail aura été fait,
finalement de précision, de spécification des contours. Vous l'avez dit, 2024, 2025 et en dernier recours 2026 seront lancés des appels d'offres ministère par ministère auxquels qui voudra répondra. Ça change pour nous plusieurs choses. Vous l'avez dit, aujourd'hui une mutuelle nationale, principalement sur les champs de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche, de la culture, des territoires. Cette réforme ouvre finalement des portes aussi à la concurrence d'opérateurs qui étaient plus éloignés du monde de la fonction publique. C'est sans doute aussi un des principes qui a présidé à la mise en place de cette réforme, mettre en concurrence des opérateurs, avec une précaution de notre part. Il y a sans doute plein de domaines pour lesquels la concurrence est une bonne chose. En matière de santé, je ne suis pas convaincu que ce soit la meilleure manière d'améliorer la qualité des prestations, des accompagnements. Alors vous faites la transition avec l'autre sujet qui agite un peu le secteur des mutuelles, c'est le projet de grande sécu, projet d'extension de l'assurance maladie au détriment des complémentaires. J'imagine qu'évidemment vous allez me dire que vous êtes contre. Pas tout à fait. Ah, intéressant. Si le principe est de dire plus de sécurité sociale équivaut à plus de solidarité nationale, quand on est une mutuelle comme la MGEN et qui gérons le régime obligatoire des fonctionnaires, on peut se dire que c'est une bonne idée. Parce que finalement, le monde des complémentaires santé est sans doute moins équitable que la sécurité sociale qui est obligatoire et qui couvre tout le monde sans distinction. D'où le fait, la concurrence n'est pas forcément bonne dans le domaine de la santé. Bon. Après, une fois qu'on a dit que plus de solidarité nationale, c'était une bonne chose, encore une fois, pour protéger les plus fragiles, ceux qui ont le moins accès aux soins, à la santé, sans doute que l'effort de solidarité nationale est important, mais la manière avec laquelle le sujet est abordé ne se préoccupe pas du tout de ça. Il se préoccupe d'un prisme exclusivement comptable et financier, finalement qui rendait presque concurrent la sécurité sociale avec les mutuelles, les coûts de gestion. Et donc c'est une approche extrêmement réductrice du sujet. Oui, les coûts de gestion, c'est 7 à 8 milliards d'euros. Donc effectivement, si on prend ce chiffre comme ça, on se dit, effectivement, il y a peut-être un truc qui ne va pas. 7 à 8 milliards d'euros de frais de gestion, ça paraît aberrant quand même. Alors, de quoi on parle quand on parle des frais de gestion? On parle des salaires des salariés des complémentaires santé, qui, s'ils ne sont pas dans les complémentaires santé, sont à la sécurité sociale. On parle... Vous pensez que ça reporterait les coûts sur des effectifs potentiels de la sécurité sociale? Sans rentrer dans le débat des différents scénarios du HCAM, parce que, encore une fois, je n'ai pas spécialement envie de répondre à des sujets... Le Conseil pour l'avenir de la sécurité sociale, on va le redire. De répondre à des scénarios qui n'ont comme moteur, encore une fois, je le disais, que les aspects comptables et financiers. Mais quand vous évoquez les frais de gestion, quand on regarde les frais de gestion d'une mutuelle, il y a aussi l'action sociale, il y a aussi la prévention, des accompagnements, des services, de la proximité, toutes ces choses finalement qui ne sont pas valorisables d'un point de vue comptable et financier, mais qui dans la relation humaine avec les adhérents sont parfois déterminantes. Et c'est ce que font les mutuelles. De haut niveau d'action sociale pour protéger les plus fragiles, de la prévention pour éviter des risques, chose qu'aujourd'hui, l'assurance maladie a plus de mal à faire parce qu'elle gère une population extrêmement complexe, puisque c'est l'ensemble de la population, et que quand on est une mutuelle qui gérons des fonctionnaires, on est face à une population plus homogène, que l'on connaît très bien, et pour lesquelles on est en capacité d'organiser des actions de prévention ciblées, spécifiques, et donc qui répondent à un besoin particulier. Donc, je suis loin de la question comptable et financière, pour les raisons que j'expose là, mais par principe. Moi, je crois que le principal problème de notre système de santé aujourd'hui, même s'il faut retravailler sur la meilleure articulation entre le régime obligatoire et le régime complémentaire, ce sont les sujets qu'on n'aborde pas. La fragilité de l'hôpital public, la fatigue des soignants, les dépassements d'honoraires, les déserts médicaux. Et je crois que ce qui fait la force d'un système de protection sociale, c'est sa capacité à s'adresser au plus grand nombre et à favoriser l'accès au plus grand nombre. Et ça dépasse très largement
le débat sur les frais de gestion. Bien sûr, voilà. mais néanmoins, ça peut y contribuer. Et le Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie qui a filtré dans le monde la semaine dernière, elle disait l'organisation en 2 étages de la mutuelle et de la Sécu est trop complexe et trop inégalitaire et justement, elle ne garantit pas l'accessibilité financière à tous pour les soins essentiels. Donc c'est quand même que cette articulation, à un moment, peut-être qu'il faut accepter de la remettre en cause. Ah mais on est absolument ouvert au fait de regarder la meilleure articulation. Et elle veut pas forcément dire que le curseur se déplace pour que la sécurité sociale prenne plus de place, que les mutuelles prennent plus de place. Il y aura toujours un 2e étage, parce que la Sécu ne pourra pas tout faire. Quand on regarde aujourd'hui tous les postes et tous les besoins, la sécurité sociale ne pourra pas tout faire, dès lors qu'en plus, on ne sait pas aujourd'hui de quelle manière on financera ou seront financées cette place plus importante prise par la sécurité sociale, de la même manière qu'on n'a pas aujourd'hui vu de quelle manière serait financé le risque dépendance, qui lui aussi est un risque majeur. Et donc, on est bien évidemment ouvert au fait de discuter à quelle est la meilleure articulation. D'ailleurs, on l'a toujours été, puisque depuis leur création, les mutuelles ont été capables d'innover dans plusieurs domaines de prise en charge, de prévention, et d'ailleurs des domaines qui ont eux-mêmes été repris a posteriori par l'effort national. Et donc, on a cette capacité aussi à expérimenter, à initier des choses et à pouvoir après les généraliser dès lors qu'elles ont apporté la preuve de leur utilité. Si vous voulez un exemple, il est très récent, il est très présent pour autant, le sujet de la santé mentale. Ouais. On a vu dans d'abord le projet de loi de financement de la sécurité sociale 2022 et dans la loi de financement de la sécurité sociale 2022 apparaître un sujet autour de l'accès à des consultations psy. Ouais. Et finalement, une enveloppe budgétaire afférente à ce sujet-là d'environ 50 millions d'euros pour l'ensemble de la population française. Eh bien, il y a un an de ça, la MGN, avec d'autres mutuelles et d'autres complémentaires santé, même des assureurs, on fait le choix, c'est ce qu'on appelle une position de place, on fait le choix de prendre en charge au premier euro, puisque la sécurité sociale n'intervient pas sur les consultations psy, de prendre en charge au premier euro 4 consultations par an à hauteur de 60 euros. On regarde aujourd'hui, avec plus de 9 mois de recul sur ce sujet-là, ce que ça a généré. Ça a généré pour la MGN 90 000 consultations. 43% de ces consultations concernaient des personnes de moins de 30 ans. L'enveloppe globale de ce sujet-là pour nous en année pleine, c'est 25 millions d'euros. On a consacré sur l'année 2021 25 millions d'euros. La moitié de ce que pour notre population à nous. On est très loin des besoins de la population française, notamment sur un risque qui aujourd'hui est sous-évalué, sous-prise en charge et pour lesquels même l'offre en termes de psychologues est largement insuffisante pour absorber les besoins. Donc on a un vrai sujet là-dessus et on est en capacité aujourd'hui de faire un vrai retour d'expérience géographique par âge des besoins en consultation psy que sans doute la crise Covid a renforcé dans les besoins qui préexistaient. Merci beaucoup Mathias Savignac, président de MGN. Merci d'avoir été avec nous.